Bonjour à toutes et à tous. Rebonjour à ceux qui étaient là ce matin. Merci de nous suivre encore cet après-midi. Nous allons ouvrir le premier atelier de l'après-midi sur le sujet suivant: financement et accompagnement des projets de recherche. Alors, j'adore ce thème de cet atelier, car le financement et l'accompagnement des projets de recherche en agritech suppose beaucoup de pédagogie et même parfois de philosophie, car tout simplement, on parle d'agriculture, on parle de cycle de la vie, on parle de vivant, ce qui se pose pour la plupart du temps un temps de développement un peu plus long que la normale. Mais ça ne veut pas dire que ça n'enlève rien à l'importance du sujet et aux perspectives de développement. Alors pour cet atelier, j'ai le plaisir d'être accompagné par 4 formidables personnes. Tout d'abord, Pierre Demoitier. Bonjour Pierre. Pierre, vous êtes attaché qualifié au département de la recherche et du développement technologique au service public de Wallonie. Nous avons Tiné Jacobs. Bonjour Tiné. Tiné, vous êtes International Affairs Advisor à la Research Foundation Flanders FWO. Nous avons Valérie Dehaut. Bonjour Valérie. Valérie, vous êtes représentante du programme Cluster 6, Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment, au ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche en France. Et enfin, nous avons Sylvia Bursens, Project Manager Supporting Horizon Europe Project Impact of a Dedicated Team à l'Université de Gand. Je vais vous laisser vous présenter chacun d'entre vous, à commencer par vous. Pierre, avec vos slides de présentation. Bien, bonjour à tous. Donc, mon nom est Pierre Demoitier. Je travaille au service public de Wallonie et en particulier au département des programmes de recherche. C'est cette administration qui finance, sur la base d'appels ou non, des projets de recherche qui sont introduits par les universités, par les centres de recherche ou par les entreprises. Alors, je ne veux pas vous abrutir avec des tonnes de chiffres, mais juste rappeler 2-3 petites choses. Au sein de cette administration de la recherche, nous sommes 70 au sein de 3 directions: la direction des programmes de recherche, celle des projets de recherche et celle de l'accompagnement et de la sensibilisation. Ces 3 directions ont des missions bien particulières, mais globalement, la mission générale, c'est accompagner les porteurs de projets. Le budget, notre budget l'année dernière était de 517 millions d'euros. En 2022, nous avons signé 739 conventions, de nouveau, entre les partenaires classiques, universités, hautes écoles, centres de recherche et entreprises, quelle que soit leur taille, petite, moyenne ou grande. Et surtout, il y a au sein du SPOE une ligne directrice qui est une ligne que nous suivons, qui a été mise sur pied il y a quelques mois. Cette stratégie d'innovation, c'est la fameuse S3. J'ai mis là dans la présentation qui est dans mon dos le lien, c'est s3.wallonie.be, où vous pouvez voir ce dont il s'agit. Ce sont vraiment les grands domaines d'action que le gouvernement nous impose, entre guillemets, mais nous demande de suivre. Alors, je continue et puis j'arrête là. Le SPW, c'est aussi un réseau d'attachés scientifiques, qu'on appelle maintenant conseillers scientifiques et académiques. Alors le réseau n'est pas énorme comparé à par exemple la France, mais c'est déjà pas mal. Nous avons 6 attachés, un à Munich, un autre à Lausanne aux États-Unis, un quatrième en Scandinavie, un 5e au Brésil. Des nouveaux postes vont s'ouvrir prochainement, un à Paris et un autre en Espagne. Nous avons également 13 pôles de compétitivité et clusters, chacun actif dans des domaines vraiment particuliers. L'agrobiotech,
par exemple la logistique, le génie mécanique, la plasturgie. Et on en a parlé tout à l'heure, brièvement, nous avons un magazine de vulgarisation scientifique qui s'appelle Athéna et qui est tiré à 23 000 exemplaires, qui est disponible en ligne et auquel vous pouvez vous abonner aussi, et c'est complètement gratuit. Et puis, au travers des différents programmes auxquels nous participons, et là je pense particulièrement aux programmes européens, les Eranet par exemple, ou les futurs partenariats, la Wallonie a de facto une collaboration potentielle avec plus d'une 70aine de pays. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, et alors là, il faudra plus ou moins calculer, mais nos bénéficiaires, parce que je suis... Ah voilà, là derrière c'est mieux. On a un bon tiers de bénéficiaires qui sont des petites et les entreprises, hein, quelle que soit leur taille, petites, moyennes ou grandes. Un cinquième de nos bénéficiaires, ce sont les universités, un quart à peu près les centres de recherche, et le reste, ce sont des autres partenaires. Ça peut être des ASBL de vulgarisation ou de sensibilisation. Voilà. Alors, là, je viens vraiment au cœur du sujet, et puis je vais faire beaucoup plus court parce que je n'ai le droit qu'à 5 minutes. Allez, ça va, d'accord. Donc, nous avons deux types d'aides, hein, les aides régionales ou les aides internationales. Alors, comment ça fonctionne? C'est soit des aides qui sont ouvertes possibles sous forme de guichets, hein, qui sont ouverts toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre, ou soit qui sont sur la base d'appels, qui sont ouverts et pour lesquels il faut postuler à une date bien déterminée. Alors, comment savoir quelle aide est la plus intéressante pour moi? Eh bien, notre site internet, il y a des petites brochures juste à l'entrée du foyer là. Le site internet a été conçu et revu dans cet esprit, puisque maintenant vous pouvez simplement cliquer et voir quels sont les besoins, quels sont vos besoins. Vous avez besoin d'engager du personnel, il y a une aide pour ceci. Vous avez envie de mener un projet de recherche tout seul, il y a une aide pour cela. Vous voulez vous voulez créer une entreprise, il y a une aide pour cela aussi. Donc c'est vraiment, le site internet a été conçu et revu pour être plus orienté à l'égard du bénéficiaire et pour répondre vraiment à ses besoins. Alors, toutes nos thématiques sont couvertes. C'est toujours une approche bottom-up, hein, puisque ça vient de la base. Je l'ai dit, il y a cette stratégie de spécialisation intelligente qui a été mise sur pied, avec des domaines d'innovation stratégique. Et là, je retiendrai juste le dernier, je vous épargne tout le reste, qui est chaînes agroalimentaires et gestion innovante de l'environnement. Alors, et je me permettrai de faire une mini parenthèse pour un projet qui pourrait intéresser la plupart d'entre vous, en tout cas pour ceux qui viennent de France aujourd'hui. Il y a un programme qui s'appelle le programme Beware, qui est un programme de mobilité des chercheurs, qui est cofinancé par la Wallonie et la Commission européenne, pour lequel nous engageons 65 personnes, la plupart des docteurs. Dans le cadre des actions Marie Curie, je l'ai dit, il y a à l'extérieur des posters, donc il y a avec des recherches qui sont financées par mon département. Donc il y a moyen de trouver des collaborations entre universités et entreprises, et je ne peux que vous inviter à postuler. Donc la mise en page a un peu changé, mais ça n'est pas très très grave. Vous avez là le site internet du département recherche.wallonie.be, le site pour le programme dont je viens de vous parler, c'est la même chose, /Beware, et puis mon adresse mail, et nous avons également un compte LinkedIn, SPW Recherche, auquel je peux que vous inviter à vous abonner et à nous suivre. Voilà. Merci. À toutes et à tous. Je vais vite changer. Oui. Donc, moi, je suis Tine Jacobs. Je suis adviseur des affaires internationales à la recherche scientifique de Flandre. Si vous me permettez, je vais continuer en anglais parce que mon français n'est pas si parfait. Donc,
Alors, j'ai beaucoup de diapositives et je sais que l'on devait réduire la présentation, mais j'espère que les organisateurs partageront cette dernière après la conférence parce que j'y ai inséré le lien de notre site Internet. Donc, vous pourrez vraiment regarder tous les détails après le séminaire. Donc, je vais passer les détails rapidement. Alors, je vois que l'organisation n'est pas idéale non plus. Il y a eu un problème dans le passage de mon document à la présentation. Donc, voilà, nous sommes l'Institut de recherche de Flandre. Nous avons des financements pour les infrastructures de recherche. Et ici, vous voyez les 5 piliers de notre mission. Donc, nous finançons les recherches, principalement au sein des universités. Alors, nous avons des financements bottom-up dans toutes les disciplines. Le critère principal, c'est l'excellence scientifique. Donc, c'est une concurrence interuniversité. Nous soutenons les opportunités transparentes et égales. Et la coopération internationale est aussi un de nos 5 piliers. Et nous pensons que c'est très important pour une si petite région comme la Flandre avec de très bons chercheurs, dont certains sont présents aujourd'hui. Les centres de recherche principaux en Flandre, pour ceux d'entre vous qui cherchent encore un partenaire en Flandre, nous avons 5 grandes universités et nous avons aussi des centres de recherche stratégiques de pointe. Et je vais maintenant me concentrer sur ce que FWO peut vous apporter ou comment nous pouvons stimuler la collaboration. Alors, nous avons pour l'instant des bourses pour les doctorats. Nous avons des bourses pour la recherche fondamentale ou pour la recherche stratégique de base. Alors, vous pouvez trouver toutes les informations en ligne. Ces bourses sont ouvertes à toutes les nationalités, en ce compris les chercheurs français présents ici. Le seul critère, c'est que le candidat dispose d'un diplôme de master européen, mais il y a aussi la possibilité de reconnaissance d'un diplôme non européen. Nous avons aussi les bourses postdoctorales qui sont aussi ouvertes aux Français. Et puis, il y a le programme Odysseus qui est le programme phare pour les chercheurs plus confirmés. Et c'est un appel tous les 2 ans. Le prochain aura lieu au printemps 2024 avec une date butoir au 30 septembre 2024. Ce qui est positif, c'est que les candidats se voient offrir un poste permanent au sein des universités en Flandre. Et le financement est assez conséquent aussi. Donc, ça vous permet d'établir vos recherches en Flandre, d'emmener avec vous votre équipe de recherche depuis l'étranger, de continuer votre travail ici. Les projets de recherche, une autre opportunité de financement. Nous avons des projets de recherche pour de la recherche fondamentale. La date butoir est toujours le 1er avril, tous les ans. Et jusqu'à 10% du budget peut être accordé à une institution de recherche non flamande. Donc, les partenaires français peuvent recevoir jusqu'à 10% du financement total. Ensuite, il y a un programme plus spécifique. C'est ce que l'on appelle le programme TBM pour la recherche biomédicale appliquée. C'est une recherche qui contribue à plus long terme, en fait, à la création de nouvelles thérapies, de nouveaux outils de diagnostic, là où l'industrie n'est pour l'instant pas intéressée. C'est un des critères. Nous avons aussi les projets pour SBE, pour les recherches stratégiques de base, avec une finalité économique. C'est aussi un appel annuel et dans ces 2 cas, jusqu'à 20% du budget total peut être donné à des candidats non flamands. Et puis, nous avons aussi les projets EOS. C'est un projet avec EvenRS. Et l'idée, c'est de promouvoir des recherches fondamentales conjointes entre les chercheurs en Flandre et en Wallonie, en Belgique.
Mais à nouveau, ici, des partenaires non belges peuvent être co-candidats. C'est ce que l'on appelle le groupe de recherche de type 4. Et ces derniers peuvent recevoir jusqu'à 10% du budget total pour leur recherche. Ensuite, il y a aussi des mécanismes de mobilité. Donc, il y a ce que l'on appelle le projet de mobilité Tournesol avec l'ambassade française en Belgique. Et l'idée, c'est de se concentrer sur les jeunes chercheurs. Donc ça, ce sont les plus jeunes, à la fois ceux qui candidatent et ceux qui sont envoyés. Il y a aussi des schémas de mobilité avec le CNRS. Et puis, un mécanisme plus récent, c'est une bourse pour un séjour scientifique en Flandre. Alors, on ne travaille pas avec un appel à projet pour ce système. C'est un système de candidature continue, mais le candidat doit envoyer sa demande 3 mois avant son départ. Donc, c'est une bourse qui permet d'accueillir en Flandre des scientifiques étrangers, mais la valeur ajoutée en Flandre est essentielle. Donc, dans votre candidature, il faut démontrer pourquoi cet expert ou ce chercheur vient en Flandre et ce que ce chercheur pourra apporter au groupe de recherche en Flandre. Mais c'est aussi un projet qui est ouvert aux Français et aux Françaises. Et puis, nous avons nos bourses pour les Flamands pour partir à l'étranger. Donc, nos chercheurs peuvent par exemple aller en France pour participer à une conférence, pour avoir des visites de terrain plus ou moins longues. Mais tous les détails sont disponibles sur notre site Internet. Et puis, il y a ce que l'on appelle les financements pour les contacts ou les réseaux internationaux où les institutions et les chercheurs belges et français peuvent travailler ensemble. Et puis, si l'on se penche sur une perspective à plus long terme, on peut avoir une possibilité qui s'appelle WEAVE. J'espère que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette initiative. C'est un financement de recherche sans frontières. Donc, c'est une initiative pan-européenne, bottom-up, développée par les bailleurs de fonds de la recherche européenne. L'idée, c'est de soutenir des projets de recherche collaboratifs bilatéraux ou trilatéraux. Et le principe de base, c'est le principe de l'évaluation de la proposition. Donc, une proposition conjointe doit être envoyée à une seule institution de financement qui est disponible pendant toute la procédure. Et puis, chaque bailleur pourra financer sa propre recherche. La valeur ajoutée ici, c'est d'encourager la collaboration équilibrée où chaque candidat pourra demander des financements nécessaires. Donc ici, on ne parle pas de 10% du budget total ou de 20%. Ici, ce sont des budgets totaux séparés entre les différentes recherches. C'est une approche bottom-up, sans restrictions thématiques, et cela est donc en lien avec les autres programmes européens. Il n'y a pas de double risque ici. Et les candidats connaissent les réglementations parce que WEAVE s'ajoute à un programme existant. Donc, au sein du FWO, par exemple, nous avons inclus WEAVE dans nos projets de recherche fondamentale. Donc, nos chercheurs connaissent les critères de base et tous les chercheurs respectent de toute façon les règles et les réglementations de leurs propres investisseurs. Donc, c'est assez simple si vous connaissez déjà le système dans lequel vous travaillez. Il ne doit pas non plus y avoir de budget séparé parce que les propositions vont s'inscrire dans le schéma de financement national. Le financement reste au sein des frontières. Et puis, j'ai aussi dit qu'il n'y avait pas de restrictions thématiques, mais certains des partenaires, comme le Conseil de recherche suédois, qui finance des recherches bottom-up, mais qui se concentrent sur l'environnement, les sciences agricoles, donc ce qui pourrait être très intéressant pour vous.
et la planification spatiale. Donc pour la partie suédoise du projet WEAVE, vous devez vous concentrer sur ces 3 thématiques. Ici, dans le cadre rouge, vous voyez nos partenaires actuels. Nous collaborons déjà avec 8 partenaires sur 11. Il y en a encore certains avec lesquels nous discutons, avec lesquels nous sommes en contact pour établir des partenariats à l'avenir. Mais ce qui est important ici, c'est qu'autour de la table de WEAVE, il y a aussi des observatoires, dont l'Agence nationale de la recherche, ANR, une agence française. Et donc, nous espérons vraiment qu'à l'avenir, l'ANR signera l'accord WEAVE et rejoindra le projet pour que nous puissions devenir des partenaires bilatéraux. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci, Tine. Sylvia? Bonjour, donc je m'appelle Valérie Dehaut, je travaille au ministère français de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je suis en charge du cluster 6 d'Horizon Europe à la délégation des affaires européennes et internationales. Et donc je vais vous présenter à présent le dispositif français d'accompagnement des acteurs de la recherche et de l'innovation. Donc depuis 2018, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a déployé un plan national d'action pour venir en appui aux acteurs français de la recherche, qu'elle soit publique et privée. Et ce plan donc s'articule autour de 3 axes. Il s'agit d'inciter, d'accompagner et d'influencer. Le dispositif national poursuit plusieurs objectifs. Le premier, c'est améliorer les capacités d'influence sur la programmation. Le deuxième objectif, c'est communiquer sur les opportunités de financement d'Horizon Europe et sur les modalités de participation. Et le troisième objectif, c'est accompagner les déposants et les structures d'accompagnement. Et ce dispositif donc, se compose de 4 entités, donc les RCP, représentants au comité de programme, le GTN, le groupe thématique national, les PCN, les points de contact nationaux, NCP en anglais, et les relais Horizon Europe. Et donc à présent, je vais vous détailler donc, les rôles de chacun. Alors, tout d'abord, les représentants au comité de programme. Donc, pour le cluster 6, en fait, il y en a 3. Donc, il y a un représentant titulaire. Donc, le titulaire du poste, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, en l'occurrence, pour le cluster 6, c'est moi-même. Et donc, le RCP titulaire donc, est appuyé par 2 RCP thématiques. Donc, pour le cluster 6, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Donc, les RCP représentent donc la France auprès des comités de programme d'Horizon Europe. Et donc, ce que je dis pour le cluster 6, ça vaut aussi pour les autres clusters d'Horizon Europe. Et ils défendent donc la position française. Les RCP donc, jouent un rôle clé en tant qu'intermédiaire entre le terrain, donc les acteurs, et la Commission européenne. Ensuite, les RCP donc, consultent tous les acteurs nationaux donc, au moyen du GTN, groupe thématique national. Je vais le présenter juste après. Donc, le RCP donc, titulaire définit avec ses collègues RCP suppléants donc, la position de la France sur la partie d'Horizon Europe pour laquelle il est compétent et notamment pour l'élaboration des programmes de travail d'Horizon Europe. Ensuite, le RCP donc, diffuse l'information qui est transmise
en comité de programme par la Commission européenne, donc aux administrations et aux acteurs nationaux concernés, notamment par le biais du GTN, groupe thématique national. Ensuite, à l'issue des appels à projets, donc le RCP procède à la collecte, à l'analyse et à la diffusion de toutes les données qui concernent la participation globale française avec celle des acteurs nationaux. Et ensuite, on compare avec les équivalents européens. Et ensuite, on élabore des statistiques. Alors, deuxième entité, le groupe thématique national, donc GTN, pour le cluster 6. Donc ça, c'est un outil indispensable pour le ministère de la Recherche. Et c'est vraiment un pilier sur lequel on s'appuie. Donc, il existe un GTN par configuration, donc un pour chaque cluster. Donc, le GTN, en fait, c'est une structure de consultation des acteurs de la recherche, donc qu'elle soit publique ou privée. Le GTN donc, est animé par les 3 RCP du cluster 6. Et donc, les 3 RCP s'appuient sur ce GTN pour définir la position française à présenter et à soutenir en comité de programme. Les inscriptions donc, au GTN, elles sont gérées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, les acteurs qui sont intéressés, qui veulent participer donc, à Horizon Europe, donc, contactent le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Ensuite, ils ont un formulaire à compléter. Et si leurs compétences sont intéressantes donc, pour le GTN, ils peuvent intégrer le GTN. Et bien sûr, ils doivent signer une charte de confidentialité parce qu'il ne faut pas distribuer donc, à tout va des documents confidentiels transmis par la Commission européenne. Ensuite, troisième entité, c'est peut-être la plus connue, donc les points de contact nationaux, donc PCN en français et en anglais, c'est les National Contact Points. Donc eux sont chargés de diffuser l'information, de sensibiliser et de soutenir la communauté de la recherche et de l'innovation au programme cadre Horizon Europe. Ensuite, dans le cadre du nouveau dispositif donc, déployé par le MESR, on est passé donc, d'un réseau d'experts à une équipe professionnalisée qui propose une offre de services clarifiée, améliorée et beaucoup plus efficace. Le ministère de la Recherche donc, a restructuré le réseau donc, sous un format hybride en réunissant donc, une équipe centralisée autour d'un coordinateur donc, à Paris et d'un réseau resserré sur tout le territoire, donc en région. À présent, la dernière entité, donc, ce sont les relais Horizon Europe. Donc, eux vont optimiser donc, la relation des PCN avec les structures d'accompagnement qui assistent les déposants donc, en France. Les relais Horizon Europe, ce sont des interlocuteurs donc, privilégiés du réseau français des PCN. L'affiliation donc, est accordée pour 2 ans par le MESR. Et il transfère donc à toute la communauté les informations pertinentes concernant donc Horizon Europe. Alors pour terminer, pour conclure, je lance donc un appel à toutes les personnes intéressées donc par Horizon Europe, par le cluster 6. Si vous voulez donc préparer des propositions avec une coordination franco-belge, donc vous êtes les bienvenus et il suffit de nous contacter et ensuite on peut organiser des ateliers pour rédiger et élaborer des propositions avec une coordination franco-belge. Merci beaucoup Valérie pour cette présentation bien détaillée du cluster 6. Et maintenant Sylvia avec quelques mots sur le célèbre programme Horizon Europe.
Ok, oui. Donc, bonjour de ma part aussi. Je m'appelle Sylvia et je travaille à l'Université de Gand. Je vais vous parler d'un team ou d'une équipe spécialisée pour donner du support pour Horizon Europe. Et je vais également faire un switch en anglais. Donc, ok. So, the team... L'équipe de l'Université de Caen est située dans le bureau de coordination à l'université. Et dans le cadre d'Horizon Europe, nous avons décidé d'élargir notre équipe. Donc, nous sommes 30 personnes, une grande équipe. Et nous nous sommes fixés 3 objectifs ambitieux dans le cadre d'Horizon Europe. Et le premier de ces objectifs est de renforcer le nombre de chercheurs impliqués dans les projets Horizon Europe, renforcer le nombre de projets également et augmenter le nombre de projets coordonnés. Sur le graphique que vous voyez à l'écran, il s'agit de chiffres fournis par la Commission européenne de Horizon 2020. Et pour le cluster 6, nous sommes déjà dans le top 10. Nous souhaiterions cependant faire mieux, raison pour laquelle nous avons fixé ces 3 objectifs ambitieux et raison pour laquelle nous avons élargi notre équipe. Voilà comment nous travaillons. Notre équipe apporte son soutien dans la phase préliminaire, qui est la phase de proposition de développement. Et nous avons une autre équipe afin d'apporter son soutien une fois que le projet a été approuvé pour subvention. Donc, il y aura alors un chargé de projet qui entrera en scène, alors que par le passé, il y a un gestionnaire de compte qui contribue à l'élaboration de la proposition et s'occupe des questions et d'assistance juridique et administrative. Revenons maintenant au premier objectif, renforcer le nombre de chercheurs. À la vue de l'analyse des chiffres de la participation Horizon 2020 étalée sur 7 ans, nous constatons une distribution disparate et inégale des projets donc qui s'orientaient sur certaines recherches. Nous nous sommes rendus compte que 20% de nos comptes de chercheurs, pour 25% des projets, allaient à 25% des projets dans lesquels nous étions engagés. Alors, comment renforcer ou augmenter le nombre de chercheurs? Notre stratégie étant de cibler les nouveaux venus, c'est-à-dire les jeunes professeurs, mais également des professeurs qui n'ont d'expérience qu'au niveau national. Certains disent que c'est bien plus simple. Ils n'ont pas l'habitude de travailler au niveau européen ou ne possèdent pas le réseau nécessaire. Nous visons également les disciplines sous-représentées. Par exemple, je vous ai montré le chiffre cluster 6, mais nous sommes moins couronnés de succès pour le cluster 2, qui porte davantage sur les questions sociales, de sciences sociales et humaines. Nous tentons également d'impliquer les sciences sociales, c'est-à-dire que nous voulons une approche un peu transversale entre clusters, étaler donc l'application de nos expertises. Autre objectif, le deuxième, augmenter le nombre de projets. Et nous nous concentrons sur le renforcement du taux de succès et de réussite. Et nous menons des analyses pour proposer des axes de développement et nous voulons renforcer également le nombre de propositions. Nous sensibilisons auprès de nos chercheurs nous les sensibilisons à l'existence d'opportunités. Nous faisons la promotion de programmes. Et nous avons également une stratégie proactive afin de faire de la mise en relation entre chercheurs et certains projets, voir quels projets seraient adaptés. Donc, nous attirons leur attention sur certains projets et nous leur parlons directement. Peut-être qu'il serait bon de participer à un certain consortium ou de partager un projet coordonné. Donc, cela rejoint notre objectif 3, renforcer le nombre de projets coordonnés. Nous apportons un soutien principal, notamment dans la phase de pré-proposition. Il s'occupe également d'élaborer les lignes d'orientation. Il s'agit de chercheurs, de scientifiques, c'est-à-dire que ces individus souvent étaient d'abord scientifiques avant de passer à ce projet. Certains ont un doctorat. Ils comprennent l'approche et peuvent donc donner des conseils adaptés.
Il y a également le chargé de projet et sa rémunération. Donc la rémunération se fait de manière centralisée. Une fois que la subvention a été accordée, le chargé de projet est alors nominé pour participer à certaines réunions, identifier les résultats à produire et autres éléments. Et il existe aussi toujours la possibilité, dans certains cas, de faire appel à des consultants extérieurs. Donc, en cas de besoin identifié, il est possible de faire appel à des consultants. Un budget de 10 000 € est prévu à cet effet. Donc, vous voyez sur le graphique ici que nous avons constaté une augmentation du nombre de projets coordonnés depuis l'élargissement de notre équipe et depuis le début d'Horizon Europe. Donc voilà pour moi. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour la présentation de ces si beaux dispositifs. Et j'aimerais profiter du temps qui nous reste pour entrer un peu plus dans le vif du sujet et parler des problématiques que vous rencontrez en tant qu'accompagnateur et financeur de projets, mais également des porteurs de projets. Quelles sont les barrières auxquelles ils font face et comment vous rendez-vous disponible pour les aider à les franchir? Question très ouverte. Qui veut prendre la parole? Allez-y. Okay. So, L'une des barrières que nous constatons, notamment pour les chercheurs, en particulier pour les nouveaux venus, ils ne connaissent pas le jargon utilisé. Donc parfois c'est un jargon un peu d'ordre politique. Et il y a également certaines connaissances d'ordre administratif. Donc la façon dont un formulaire doit être rempli est important. Et si le formulaire comporte des erreurs, votre application, votre candidature ne sera pas acceptée. Et dans le cadre de Horizon Europe, des définitions spécifiques telles que la voie vers l'impact, il faut élaborer une stratégie. Et donc, il y a toute une série d'éléments qui sont importants à prendre en compte et qui sont difficiles à appréhender pour des chercheurs qui n'ont pas l'expérience. Ou parfois, il y a aussi une question de rédaction et de formulation. Donc, il est important que ces chercheurs apprennent ce jargon et acquièrent ces connaissances afin de surmonter ces barrières. Et ce n'est pas toujours simple et nous devons parfois les convaincre de fournir cet effort. Parce que le premier obstacle, il est plutôt dans le chef des potentiels porteurs de projets, c'est se dire c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, le taux de succès, je vais reprendre l'exemple des programmes européens, le taux de succès est beaucoup trop faible, 5, 6, 7, 8, parfois 10, 12%, mais tout ça pour ça. Et donc ça c'est vraiment un obstacle un peu mental entre guillemets qu'il faudrait pouvoir franchir. Et c'est précisément la raison d'être du NCP Wallonie. Mon collègue est juste là devant la deuxième colonne avec la main levée. Et donc ce soutien du NCP, et tous les NCP font le même job, hein, on l'a dit là tout à l'heure, ce soutien du NCP est vraiment fondamental. D'abord, ces gens connaissent un peu l'environnement, l'écosystème, pour reprendre un peu des mots parfois galvaudés, connaissent les acteurs, connaissent les programmes aussi, ou les appels européens, et donc savent exactement ce qu'il en est, connaissent vraiment la manière de déposer un projet. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est vraiment faire appel, je pense, aux personnes, aux contacts du NCP Wallonie. Et puis, au-delà de cela, il y a aussi son propre réseau, parce que monter un projet, ça ne se fait pas comme ça en claquant dans les doigts. C'est quelque chose qui se travaille vraiment en amont, donc c'est les contacts qu'on a à gauche, à droite, c'est les personnes que l'on connaît qui sont complémentaires et qui
qui mises ensemble, peuvent alors justement donc se mettre autour de la table et déposer ce projet. Et parce que une fois que le financement européen est obtenu, d'abord c'est bingo, parce que souvent des gros montants, et donc ça c'est quand même pas négligeable. Et puis ça ouvre des portes. Alors on va pas parler que recherche, mais ça ouvre des portes pour des nouveaux marchés, ça c'est des brevets, du personnel à engager, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus large que, entre guillemets, je dis bien, simplement effectuer une recherche sur un thème donné. Yeah, maybe besides. Alors, outre le besoin d'une aide à la rédaction de projet pour le FWO, un autre obstacle est peut-être effectivement le taux de réussite pour certains des canaux de financement et autres bailleurs de fonds. Nous recevons des centaines d'excellentes propositions très bien rédigées, scientifiquement pertinentes. Les financements sont là, c'est vrai, mais ils sont néanmoins limités. Donc pour les canaux usuels, nous avons un taux de réussite de 22-23%, je pense, mais cela signifie qu'il y a d'excellentes propositions qui sont rejetées. Donc le taux de passage et d'acceptation peut aussi être une préoccupation dans certains cas. Donc les résultats, on constate certaines faiblesses. Donc pour le cluster 6 d'Horizon Europe en France, en règle générale, ce sont toujours les mêmes acteurs qui participent, et notamment les grands instituts de recherche, INRAE, CNRS, IRAD, IRD. Et donc, le ministère de la Recherche veut impliquer tous les acteurs de la recherche, publics et privés. Donc, on voudrait impliquer plus d'universités, on n'en a pas assez à l'heure actuelle. Les collectivités territoriales, là aussi, elles sont très peu présentes. Les PME, les associations, les ONG, les établissements scolaires et les citoyens. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour remédier donc à ces faiblesses ? Donc, les PCN prennent leur bâton de pèlerin. Et donc, on essaye de voir, par exemple, ce qu'on pourrait faire en région pour mobiliser les acteurs, donc les collectivités territoriales. Donc, on organise des grands événements Horizon Europe à destination des collectivités territoriales. Donc, on en a déjà fait un. Ensuite, on va bientôt faire aussi un événement consacré aux ONG. La Commission européenne donc prône l'approche multi-acteurs dans énormément de projets Horizon Europe. Donc ça veut dire que dans un consortium, il faut des chercheurs, il faut des personnes de terrain, des agriculteurs, il faut impliquer la société civile, donc des ONG, des citoyens. Et donc, à chaque fois, on va organiser des événements avec ces acteurs pour les sensibiliser et les aider donc à participer à des consortiums. Même chose donc pour les PME. On en a aussi trop peu à l'heure actuelle. Donc, on veut les impliquer davantage dans les projets Horizon Europe. Je voudrais dire exactement la même chose, donc c'est un peu d'intérêt, mais donc du côté wallon c'est la même chose. On organise aussi des séances d'information, donc le NCP organise des séances d'information, des infodés, etc. Et puis nous avons une prime qui s'appelle Prime Horizon simplement, qui est octroyée aux personnes qui ont déposé un projet. Donc c'est un incitant financier. Alors la prime existe pour l'instant, c'est pas des gros montants, entre 3 500 et 10 000 euros, mais c'est déjà ça. Et nous sommes en train de négocier avec le ministre de tutelle pour élargir la prime à d'autres bénéficiaires d'une part, et surtout pour augmenter le montant de celle-ci et pour par exemple la faire passer à peu près à 25 000 euros. Donc c'est vraiment un incitant là. En plus de ça, c'est un incitant financier. En France, on a à peu près le même dispositif. Donc pour les projets en deux étapes, uniquement Horizon Europe.
Donc pour des projets coordonnés donc par des Français qui ont franchi la première étape, donc qui doivent préparer la deuxième étape, l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, offre une prime de 30 000 € pour aider donc au montage de la deuxième étape. Donc, et l'ANR est sous la tutelle du ministère de la Recherche. Merci à toutes et à tous. C'est sur ces jolis mots que se finit notre premier atelier de l'après-midi, déjà. Et oui, ça passe vite. Merci à tous pour nous avoir écoutés. Bon après-midi.